bienvenue dans La Voix est libre sur France 3 Limousin. Nous parlons basket aujourd'hui puisque notre invité est Frédéric Fortet, le président du Limoges CSP. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Je dis nous puisque j'ai à mes côtés Éric Poussard qui suit le club depuis de nombreuses années et qui aura lui aussi des questions à vous poser. Alors la saison est terminée, le club redescend en Pro B, on va en reparler dans quelques instants. Mais d'abord on va revenir sur cette défaite à Bercy, la 3e consécutive. C'était en finale de Coupe de France face à Chalon le 15 mai. Limoges perd 79-71. Est-ce que vous en gardez encore un goût amer aujourd'hui ? Bien sûr, parce que c'est toujours difficile d'arriver à Bercy pour perdre. On l'a fait les 2 dernières années sur des finales de Pro B. Là, c'était sur la Coupe de France où toutes les équipes, je le rappelle, de Pro A et Pro B étaient engagées. On avait vraiment un gros coup à jouer. On a réussi à enchaîner des bonnes performances jusqu'à la finale où on a été dans le match, contrairement aux 2 dernières années où sur les finales de Pro B, on n'a pas du tout tenu le choc et le rang. Alors que là, encore à 2 minutes de la fin, on est encore à quelques points. Il y a un shoot un peu précipité d'Eby à ce moment-là. Mais bon, voilà, Eby, on sait que c'est un joueur fantastique, mais des fois aussi un petit peu, comme on dit chez nous, up and down, c'est-à-dire qu'on ne sait jamais dans quelle case va être la bille. Et là, il a tenté un shoot un peu difficile, même très difficile, mais je crois qu'il s'en est cru capable. Il a cru qu'il était capable de le mettre. Il aurait pu le mettre et ça aurait peut-être changé le cours du match. Le bilan, c'est qu'évidemment, on l'a perdu. On n'a pas été loin. On a fait une belle figure cette année en Coupe de France. On aurait quand même bien voulu ramener un titre cette année, malgré la descente. Toujours pas de fanion noir et blanc, à beau blanc. Est-ce que ça, pour vous, personnellement, c'est quand même un petit peu un échec depuis les années ? Personnellement, non. Il faut rappeler pourquoi on est passé en noir et blanc. On est passé en noir et blanc en 2004. Suite à la rétrogradation, la liquidation du club, je pense qu'il fallait marquer un grand coup de poing sur la table pour bien marquer qu'on passait sur autre chose, que le club était toujours le même, qu'il y aurait toujours à moyen terme les mêmes ambitions, mais qu'on voulait passer sur un autre système de fonctionnement, de gestion, d'organisation. C'était symbolique. Voilà, c'était extrêmement symbolique. Mais toujours pas de titre. Mais toujours pas de titre. Alors on va maintenant refaire le film de cette saison 2010-2011 avec une image qui sans doute sera difficile aussi à revoir et dont tous les fans de basket se souviennent. C'est ce panier incroyable de Schuler qui a permis à Vichy de l'emporter en janvier dernier. Est-ce que ça a été le tournant de la saison pour vous avec le recul ? Il a été important. Il a été important parce que Vichy était dernier au classement. Ça leur a permis de croire qu'ils pouvaient éventuellement se maintenir et aller grappiller des points ailleurs. 2, nous, ça nous a vraiment fait basculer dans la deuxième partie de saison en se disant maintenant, on ne peut évidemment que se sauver et espérer se sauver. On venait de perdre 2 fois de suite, 2 fois contre le dernier du championnat, Vichy. Vous savez, quand vous perdez 2 fois contre Vichy, qui est dernier, vous savez que vous allez être en difficulté. Donc, avec le départ d'Éric Gérard dans la foulée. Derrière, ça a enchaîné des modifications, puisque à partir de là, on savait qu'on jouait que le maintien jusqu'à la fin de la saison, qu'il fallait essayer de remobiliser un petit peu tout le groupe, parce que c'était aussi un petit peu difficile à ce moment-là. Donc, changement de l'entraîneur, un nouvel entraîneur qui arrive, Zarek Markowski, avec des méthodes d'entraînement complètement différentes, beaucoup de rigueur, des joueurs qui ont un petit peu de mal à s'adapter au début parce que il y a toujours des freins quand on change les choses et surtout quand on passe d'un système à un autre de façon aussi opposée et radicale. Donc, les différences entre Éric Gérard et Zarek Markowski, c'était quoi par exemple ? Mais il n'y a rien de particulier dans le fond, mais dans la forme, c'est vrai que il y avait certainement un peu plus d'heures d'entraînement, il y avait certainement un peu plus de rigueur et que les joueurs étaient moins mis au centre du projet. Ils étaient plus là pour suivre les idées et appliquer ce qu'on leur disait que de décider. Donc à un moment donné, c'est vrai que ils étaient habitués à un certain fonctionnement, à un certain confort, qu'on a voulu casser aussi un petit peu ça, puisque dans ce système-là, ça marchait pas, puisqu'on était dernier. Et donc il fallait bien, à un moment donné, tenter de remobiliser tout le monde. Sur le panier de Schuler, il est aussi symbolique, parce qu'il vient de nulle part, ce panier. Il est incroyable. Vous, quand vous le voyez, vous vous dites, c'est pas possible cette année, on n'y arrivera pas. Parce que ça n'était pas de ce match-là, ça venait d'avant. Et là, ça tombe de nulle part, ce panier. Il nous manque 2 victoires pour nous maintenir. Il y a déjà celle-là qui est quasiment acquise. Il faut ne serait-ce que se rappeler
Premier match de l'année quand on perd contre Nancy après prolongation, alors qu'on a +7 en prolongation. Avec Zach Wright qui est à l'hôpital. Avec Zach Wright, sa femme qui accouche 2 heures avant le match. Enfin voilà, ces 2 matchs-là, on se maintient. Après, c'est vrai qu'on a perdu cette année 2 fois contre Vichy, 2 fois contre Poitiers, 2 fois contre Strasbourg, des équipes qui sont en bas de tableau. On a été très loin d'être invaincu ou être dominant à Beaublanc. On savait que notre saison passerait par le mini-championnat des équipes de bas de tableau, passerait par une invincibilité quasi totale à Beaublanc, et que ça, on ne l'a pas eu. Donc à partir de ce moment-là, on perd le premier match de la saison face à Orléans. Oui, très vite, vous vous êtes dit que la saison serait longue et difficile. Vous l'avez senti très vite. On perd le premier match à domicile contre Orléans, même si Orléans est une très belle équipe et qu'ils ne sont pas à leur place, mais au final, ils finissent quand même dans la deuxième moitié du classement. Et qui se sauve à 2 ou 3 journées seulement de la fin. Donc on perd le premier match à domicile face à Orléans, on perd le deuxième match de la saison à Vichy et dans les grandes largeurs. Donc à ce moment-là, oui, on est déjà en danger au bout de 2 matchs. Alors les supporters, les observateurs ont pointé du doigt un manque de stabilité cette saison. Avant d'en parler ensemble, je vous propose de faire le compte des entraîneurs de Limoges depuis que vous êtes arrivés. C'était en 2004 avec le commentaire d'Éric Poussard et Maxime Fouette. Le premier entraîneur de l'Air Forté, c'est Hugo Cancé, avec à la clé une remontée en Pro B, mais aussi un départ mal compris à l'époque. C'est le président lui-même qui prend la suite et les rênes de l'équipe première pour quelques mois, avant de les confier à Olivier Cousin. Là encore, l'expérience tourne mal et on pense que le club a enfin trouvé son technicien avec Éric Girard, mais malgré 2 finales à Bercy, c'est un nouveau divorce en pleine saison. Zar Markowski assure la fin de l'exercice jusqu'à Bercy encore une fois, mais sans empêcher le club de redescendre. Et finalement, c'est Frédéric Sarr qui a été choisi pour les 2 prochaines saisons, en théorie. Côté joueur, cette saison a été particulièrement instable, avec une vingtaine de visages différents, sans oublier l'imbroglio autour du cas Zach Wright et puis les 6 Américains utilisés en même temps dans l'effectif. Bref, mis à part Aurélien Salmon et dorénavant Raphaël Desroses, les supporters limougeaux ont bien du mal à s'attacher aux joueurs. Une instabilité structurelle. À vrai dire, on a même renoncé à compter le nombre de joueurs passés au CSP depuis 2004. Fred Forté, est-ce que vous avez une idée de combien de joueurs sont passés par le CSP depuis 2004 ? Aucune idée, mais trop ça fait... Oui, trop. Ça, c'est une évidence. Maintenant, malheureusement, on n'est pas le seul dans ce cas-là. C'est un peu le fait du basket français. Comme je disais en cours de saison, il y a une certaine époque où les joueurs voulaient être bons pour rester dans les clubs. Aujourd'hui, ils veulent être bons pour partir et qu'on a énormément de difficultés à signer des joueurs sur plusieurs saisons. Quand on en signe un, notamment, je vais prendre le cas, c'est un mauvais exemple, mais de Cédric Banks, on était content de le signer 2 ans. Et que je vous cache pas qu'on a accueilli sa lettre de démission avec un certain soulagement aussi, quoi. Quand on voit la saison qu'il a fait cette année. Donc quand on signe les joueurs 1 an et qu'ils sont bons, ils partent. Quand on les signe 2 ans et qu'ils sont pas bons, on les traîne. Donc c'est vrai que la difficulté du basket est certainement liée aussi au fait du nombre de contrats. Quand on est dans le foot, dans le rugby, qu'on a 30-35 joueurs, on sait que si pendant 1 mois ou 2 ou 3 un joueur est pas bon, on peut le remplacer par un des 35 contrats. Dans le basket, il y a 10 contrats. Généralement, il y en a 6-7 qui sont vraiment majeurs qui jouent. Donc quand il y a un de ces joueurs-là qui passe à côté, ça devient extrêmement compliqué. Cette année, c'était quand même un peu le summum, avec une vingtaine de joueurs. Hein, et il y a eu en même temps 6 Américains. Donc à gérer dans l'effectif, vous avez cherché des façons de biaiser un petit peu au niveau de la Ligue. Oui. Est-ce que là, vous n'avez pas poussé au bout la logique? Enfin, est-ce qu'on n'est pas arrivé au bout d'une certaine logique, on va dire? Peut-être, mais on a aussi cherché à contourner les règlements et à trouver une faille, tout simplement parce que à un moment donné, on nous a pas donné la possibilité de le faire de façon normale et logique, j'ai envie de dire. Vous savez, quand vous construisez un budget en début de saison, il y a beaucoup d'interrogations, que ça soit au niveau des collectivités, des partenaires, des abonnés, du public. Donc, on nous demande, comme on l'a fait il y a 3 semaines, de présenter un budget pour l'année prochaine. Alors, vous dire, il y a 3 semaines, quel va être notre budget au 30 juin 2012, c'est quand même on est un tout petit peu dans l'inconnu. Donc on essaye de tâtonner, de présenter un budget qui correspondra à ce qu'on espère être notre saison, mais dire combien on va faire d'abonnés, combien on va faire de recettes marketing, etc., etc. Donc on présente un budget et on a vu au mois de septembre-octobre que nos prédictions étaient peut-être légèrement en dessous de ce qu'on pouvait faire. Les résultats faisaient que il fallait certainement renforcer aussi, donc à un moment donné, la structure. Donc on a cherché à remplacer des joueurs, notamment Erteguin,
Ou, Vous avez mis le temps pour Ertiguin, on sait. Hein, on n'a pas Mais mis globalement, cette instabilité, vous l'expliquez en termes de contrat. On n'a pas mis le temps par rapport à Ertiguin, parce qu'on avait trouvé son remplaçant, sauf que la Ligue nous l'a refusé. On avait 5 Américains. Depuis cette année, les textes avaient changé, mais ils n'étaient quand même pas très très clairs. Mais grosso modo, quand vous avez les ressources pour prendre un Américain en plus, qu'un Américain ne vous convient pas, généralement ce que vous faites, vous demandez à un nouvel Américain de venir, vous le mettez en concurrence avec le joueur pendant 15 jours, 3 semaines, et quand il voit qu'au bout de 2 ou 3 matchs, il ne joue pas, généralement, l'ancien Américain s'en va, on trouve un accord à l'amiable, et ça se passe généralement très très bien, sans heurts. Là, la Ligue ne nous a pas autorisé à le faire comme ça se fait depuis des années, comme ça se fait en Pro B. Ils nous ont dit, si vous voulez vous remplacer le joueur, il faut vous séparer d'Ertiguin avant. Donc vous comprenez bien que pour le joueur, c'est pas tout à fait la même chose. La négociation avec le joueur, c'était pas la même chose. Il a attendu. Le cas a traîné. L'ancien joueur est parti. Bon voilà, ça fait qu'à un moment donné, ça coûtait extrêmement cher de le couper sans un accord à l'amiable. Ça c'est pour les joueurs. Pour les entraîneurs, est-ce que c'est possible d'entraîner sereinement sous la présidence de Frédéric Fortet? Aujourd'hui on en est à 6 entraîneurs en 6 ans, dont vous. Comment ça vous pose question aussi ou pas du tout? Pas spécialement. Franchement, pas spécialement. Honnêtement. Pas spécialement. Il n'y a pas d'incompatibilité d'humeur, parfois? Je pense pas, mais par contre, il faut savoir quand on vient entraîner à Limoges, on est aussi, à un moment donné, on ne peut pas prendre que la partie intéressante, c'est-à-dire le côté médique du club, le côté plan de carrière, le côté salarial, sans derrière se dire qu'on doit avoir des résultats. C'est pas arrivé à chaque fois non plus. On pense que c'est pas arrivé systématiquement sur chaque entraîneur. Donc il y a d'avoir cet état d'esprit éventuellement quand ils viennent. Non, mais je veux dire à un moment donné, l'entraîneur est comme le garant des valeurs des joueurs, du groupe, de l'état d'esprit. Et donc à un moment donné, il faut aussi avoir un minimum de résultats. On ne demande pas toujours d'être premier de A à Z, mais on demande quand même. Je pense que depuis 6 ou 7 ans. On a eu des bons entraîneurs, on a eu aussi des bons effectifs. On a généralement eu quand même, encore cette année en Pro, alors qu'on était juste promu, on avait quand même une équipe qui tenait la route. Quand en février, on est dernier au classement, avec un Massy, avec un Banks, avec un White, un Desroses et compagnie, on peut, sans forcément se dire on doit être dans les 6 premiers ou dans les 8 premiers, mais il y a peut-être un juste milieu. Donc à un moment donné, l'entraîneur a sa part de responsabilité, qu'on le veuille ou non. Un mot juste sur le cas peut-être de Fred Weiss très rapidement. Est-ce que vous regrettez? Est-ce que c'était l'année trop pour Frédéric Weiss en termes d'impact de joueur? Comment vous l'avez vécu? Je pense qu'il était prêt à le faire. Dans les discussions qu'on a eues avec lui en fin de saison, il était vraiment prêt à mobiliser pour se faire une dernière année en Pro A. Il avait vraiment envie d'aider le club, il s'en sentait capable. Après, c'est vrai que la saison était beaucoup plus difficile pour lui et pour nous. Je dirais qu'à la limite, c'est peut-être pas sur ce secteur-là qu'on a le plus pêché, puisqu'on avait la chance d'avoir devant lui Chris Massy, qui a quand même une des rares satisfactions qui a tenu son rôle. Donc c'est pas vraiment sur le poste 5 qu'on a pêché. Mais sur le 4 aussi, et puis sur le 4 et sur d'autres postes, oui. Alors on va maintenant se tourner vers l'avenir. On sait donc que c'est Frédéric Sarr qui va entraîner Limoges la saison prochaine. Je vous propose de l'écouter lors de la conférence de presse et expliquer ses objectifs. C'est un vrai beau challenge qui se présente à moi, parce que je pense que le CSP a une vraie notoriété dans le monde du basket. Je n'aurais certainement pas accepté de signer au CSP si ça avait été dans l'histoire de faire un one-shot, comme on dit, c'est-à-dire sur une saison, etc. Ça ne correspond pas à ce que je suis capable de faire ou ce que je pense être capable de faire. Par contre, travailler dans une certaine forme de durée des 2 ans et d'amener et d'essayer de construire de la performance, ça me paraît être plus adapté à mon tempérament et à mon type de basket. Alors pourquoi Frédéric Sarr est l'homme de la situation aujourd'hui? Déjà, juste revenir sur Frédéric Sarr, parce qu'il y a, même dans le reportage d'avant, il y a plein de choses qui ont été dites. Quand on a accédé de National 1 en Pro B, Frédéric Sarr sortait d'une très grosse saison à Bourg-en-Bresse. Il s'est engagé à Gravelines et pendant cette intersaison-là, il a fait partie des entraîneurs. C'était l'entraîneur qui a été contacté pour prendre la suite d'Hugo Cancé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ça a duré, ça a traîné. Il s'était très fortement engagé avec Gravelines et s'était pas signé. Il nous a demandé 15 jours, 3 semaines de délai parce qu'il était prêt à mettre en stand-by son projet à Gravelines parce que c'est un Limougeaud qu'il avait à cœur de revenir. Donc on a attendu, ça a traîné un petit peu.
Mais on lui a laissé le temps de la réflexion parce qu'on pensait que sincèrement que c'était l'entraîneur qui pouvait nous faire gagner du temps et nous construire la Pro B et ensuite la Pro A. Malheureusement, au final, ça a pris un peu de temps, mais il a continué à s'engager à Gravelines parce que Gravelines était en train de monter en pression, en puissance, lui donner les moyens d'avoir une superbe équipe, ce que je comprends très bien. Donc c'est vrai que il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites cette intersaison-là. Aujourd'hui, 5 ans après, on peut le dire, puisqu'il y a prescription. Mais il revient maintenant. Et il revient. C'est aussi pour ça que sur le passage à la transition N1 Pro B, il y a eu le départ d'Hugues, mon arrivée, il y a tout ça qui ont fait qu'à un moment donné, il y a eu une fenêtre de tir qui ont fait que, mais le choix numéro 1 et de loin, c'était Fred Sarr. Aujourd'hui, il revient tout simplement parce que je pense que c'est le même. Il revient pour 2 ans. Il revient pour 2 ans. On est toujours parti les dernières saisons sur un 1+1 en disant bah voilà, si on monte, l'entraîneur a le droit de poursuivre l'équipe. Aujourd'hui, non seulement il a 2 ans de contrat, mais il a même pas, j'ai envie de dire qu'il a même pas l'obligation de monter quelque part. On a vu que l'année dernière, les joueurs, on les avait. Que l'ambition sera naturelle, inhérente, mais ce qui nous a manqué l'année dernière, c'est pas tellement d'une équipe, mais c'est d'un état d'esprit. Et que si on n'arrive pas à créer cet état d'esprit autour de l'entraîneur, on n'y arrivera pas. Donc sa mission, son objectif à lui, c'est de créer un groupe. C'est qu'on va essayer de recruter les meilleurs joueurs possibles, d'avoir, entre guillemets, les meilleurs joueurs possibles pour former le meilleur groupe possible. Il n'y a pas forcément les meilleurs joueurs individuellement. C'est un changement d'état d'esprit au niveau du club, c'est-à-dire qu'on a toujours eu des équipes de coups, on va dire, avec des objectifs à court terme. Là, ça pourrait être la remontée. Vous dites, on va voir, on attend un petit peu, on construit. Vous voulez un changement de mentalité Oui, mais c'est pour ça qu'on a pris aussi Frédéric Sarr comme entraîneur, parce que je pense que c'est tout simplement un entraîneur qui travaille plus sur la durée que sur des périodes très, très courtes. Je pense que c'est un entraîneur qui a aussi une bonne image auprès des joueurs français, même si le CSP, historiquement, depuis les années 80, il n'y a eu quasiment jamais de joueurs qui ont vraiment été formés au club, mais au moins qu'on leur donne la possibilité de s'exprimer. On a fait la cour, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on peut le dire, mais on a fait un petit peu la chasse et la cour à Ugo Invernizzi, le talent de National 1. 18 clubs se sont positionnés, on était dans les 3 derniers. C'est pour ça aussi qu'il s'est décidé la semaine dernière. Il a choisi Strasbourg et Vincent Collet. C'est, je pense, un très bon choix aussi pour lui et sa carrière. Mais on était dans les 3 derniers choix. Donc c'est un axe de travail fort, ça, aller chercher des talents, les laisser s'exprimer. On sait qu'il y a énormément de pression à Limoges, que les joueurs, quand ils arrivent, aussi forts soient-ils, et je reviens sur Cédric Banks, aussi forts soient-ils, la pression, elle existe, et que même pour des joueurs comme ça, c'est difficile. Donc, Raphaël Desroses, aujourd'hui, qui est un petit peu le symbole de l'équipe. Bon, quand on se rappelle ces 3-4 premiers mois à Limoges, quand il est arrivé, la saison d'avant, ça a été difficile. Il faut laisser du temps aux joueurs pour s'installer à Limoges parce que c'est un club différent, c'est un club, il y a une ambiance, une structure qui n'existe pas ailleurs, et donc forcément il faut leur laisser le temps de s'installer dans le club pour durer. Après, on espérera pouvoir les garder, mais s'ils doivent partir, ils partiront. Et concernant le recrutement des joueurs, là vous en êtes où pour la saison prochaine? Vous avez déjà des noms? Non, on n'a pas de nom pour le moment. En Pro B, ça signe un peu plus vite qu'en Pro A, même s'il y a encore les play-offs qui vont se jouer, et notamment les finales la semaine prochaine. C'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs déjà de Pro B qui ont signé. On va essayer Aujourd'hui, on s'occupe très peu des Américains. On regarde surtout sur le marché des Français, trouver 1 ou 2 joueurs sur qui on pourrait construire. Déjà, qui reste alors? Raphaël Desroses, ça c'est sûr. On va construire autour de lui. Oui. On pense évidemment peut-être à Aurélien Salmon, on ne sait pas où ça en est, c'est un Français aussi. Alors Aurélien, c'est un fidèle du club, vous en êtes où? Vous êtes en discussion avec lui? Vous sentez une volonté de sa part de Oui, on l'a reçu, continuer? on a discuté. Je crois qu'il est aussi il est très attaché au club. Ce qui est un vrai point positif. On l'a vu aussi sur la saison avec ses points forts, ses points faibles. On sait exactement qui est Aurélien Salmon. On sait que c'est un joueur, un shooter extraordinaire qui peut débloquer n'importe quelle situation de Pro B ou de Pro A. Mais qui doit avoir plus d'impact physique. Mais il doit avoir un peu plus d'impact. Il doit être plus présent dans le rebond, dans la défense, dans les pénétrations, dans le jeu général. Ce qu'il n'a pas toujours montré depuis 4 ans, mais bon, ça reste un garçon qui est plus qu'attaché au club, donc tout ça, on le tient en compte. Ronnie Taylor repart au Portel, c'est officiel. Et pour le reste, Cédric Banks, on le sait aussi. Vous en êtes où en ce qui concerne Messi, en ce qui concerne Zach Wright, en ce qui concerne peut-être Karim Souchu? On parle de départ. Est-ce que ça s'est confirmé ou Non. Aujourd'hui, il n'y a aucune discussion qui n'est fermée avec aucun de ces joueurs-là, même si je ne vous cache pas qu'un Robert Hite ou qu'un Chris Massey ou qu'un Zach Wright, c'est difficile à faire venir
À garder en tout cas en Pro B. À garder en Pro B, à faire revenir en Pro B au club. Mais il n'y a pas, si ces joueurs-là veulent rester, ça sera avec un grand plaisir. Mais aujourd'hui, il y a aussi une économie pour nous de club de Pro B qui n'a rien à voir avec l'économie et le budget qu'on avait l'année dernière en Pro A. Donc à un moment donné, on ne peut pas non plus faire n'importe quoi. On essaiera d'avoir la meilleure équipe possible. Peut-être avec Karim Chou, peut-être pas. Peut-être avec Ranal Baïda, peut-être pas. On verra aussi comment on va faire. On a regardé ceux qui pouvaient être joueurs majeurs l'année prochaine. Aujourd'hui, on est exclusivement basé sur des joueurs français. On ne regarde pas les joueurs américains. En quelques mots, vous parliez d'argent. Le budget, évidemment, il baisse puisque vous descendez en Pro B. Les partenaires financiers, les publics et les privés, ils sont toujours fidèles ? Oui, ils sont toujours fidèles, mais je crois que comme notre public, comme tout le monde est attaché au club. Tout le monde a vécu cette saison avec beaucoup de frustration, beaucoup de déception. On a pu le voir plusieurs fois cette année. Où le public a manifesté d'une certaine façon son mécontentement. Sincèrement, je ne suis pas sûr que c'était la meilleure des façons de le faire, mais ils avaient besoin de le faire. Donc pour eux, c'était presque vital, ils avaient besoin de le faire, donc je les comprends très bien. C'est affectif. C'est affectif, voilà, c'est passionnel, c'est plus que ça, quoi. C'est leur club, et donc voilà, ils comprenaient pas comment le club, avec les ambitions qui étaient légitimes en début d'année, avec le recrutement qui était fait, on s'est dit, bon, ça va faire une saison tranquille en Pro A, on va commencer à pouvoir construire et derrière, on va pouvoir aller chercher très rapidement un peu plus haut. Et donc, c'est vrai que de cette frustration-là, quand on voit la saison de Seriban, quand on voit la saison de Zach White, bon, tous, un par un, tout le monde a été à un moment ou à un autre bien là, bien présent, mais sur la durée, pas du tout. Et quand on en récupérait un, on en perdait un autre. Donc, c'est vrai que c'était très frustrant. Ils ont manifesté sur certains matchs, notamment un match face à Rouen qui a été pour les joueurs traumatisant, parce qu'il faut appeler un chat, et je pense pas qu'à ce moment-là les joueurs, ils avaient tout à fait conscience de la situation. Je suis pas sûr qu'ils avaient envie d'entendre ça de la part de leur public. Un mot sur le budget, vous dites on redescend en Pro B, évidemment le budget, vous allez vers quoi comme budget en fait? Vous allez rester dans le top 3 des budgets de Pro B? On va essayer de repartir sur le budget qui était le nôtre en Pro B il y a un an, ça c'est l'objectif. C'est-à-dire, vous êtes autour de un peu plus de 2 millions? Oui, plus de 2 millions, oui. Cette année, on était à un peu plus de 4 millions. Donc, c'est vrai que ça fait un impact de moins 2 millions d'euros. Donc, à répartir principalement sur la masse salariale. Donc, forcément, c'est un petit peu compliqué. Donc, on a plein de joueurs qui je pense, dans l'absolu, malgré ce que je disais par rapport à cette ambiance qu'il y a eu, la descente, tout ça qui a pesé un petit peu, il y a plein de joueurs qui dans l'absolu auraient été d'accord pour rester. Mais à un moment donné, on peut faire qu'avec des salaires de Pro B, on peut pas faire avec des salaires de Pro A. Même si, dans l'absolu, ça sera les très gros salaires de Pro B seront à Limoges ou à Rouen ou voilà dans les 2-3 gros clubs qui cherchent à jouer la montée. En un mot, votre avenir à vous, vous restez à Limoges, vous avez toujours envie de porter ce club? Oui, bien sûr, et puis on va tout faire pour le ramener en Pro A. Mais comme je disais précédemment au niveau de Fred Sarr, l'objectif ne sera pas la Pro A. Que ça soit très clair, il va falloir aussi qu'on apprenne. Mais c'est de notre faute aussi à vouloir avoir mis beaucoup de pression sur les entraîneurs, sur les joueurs, sur tout ça, parce que moi je suis mal placé pour le dire que la Pro B me satisfasse. Non, j'ai envie de retrouver la Pro A, j'ai envie de voir beaucoup plus haut, mais on va changer un petit peu l'état d'esprit, on verra. Je me rappelle d'un match en pré-saison, dernier match d'ailleurs c'était déjà face à Vichy, on avait dû faire 7 victoires de suite et on a perdu le premier match de pré-saison à Vichy, non c'était à Bourganeuf d'ailleurs, et derrière ça a été déjà un peu partout, ça a été dire on n'y arrivera jamais, on ne va pas se maintenir, tout ça. La preuve, ils ont peut-être eu raison, mais à un moment donné, on va calmer un peu le jeu. Merci beaucoup Frédéric Fortet d'être venu sur ce plateau. Merci pour votre franchise. La semaine prochaine, un tout autre thème dans la voie libre. Nous serons à Oradour-sur-Glane pour évoquer bien sûr le 67e anniversaire du massacre. Tout de suite, votre journal régional. Très bon week-end à tous.